Bienvenue au Phénix pour ce deuxième rendez-vous d'histoire contemporaine des arts vivants consacré au théâtre et animé par Amos Fergombé, professeur des universités en art du spectacle à l'université d'Artois. Les deux prochains rendez-vous seront consacrés à la danse puis à la musique. Ces rendez-vous sont filmés par les élèves du lycée du Hainaut et retransmis en direct sur Hainaut TV, sur le site du Phénix www.lephénix.fr, également sur le Facebook du Phénix. Et puis par la suite, vous pouvez les retrouver sur le site du Phénix et également sur le site mymook.com. À la fin de la conférence, nous vous proposons de pouvoir poser les questions que vous auriez à nous transmettre. Voilà, profitez bien, à tout à l'heure. Merci infiniment Marion pour cette introduction et cette présentation, et merci à vous d'être présents pour cette deuxième séance de causerie. Et après la première qui permettait à la fois de réinterroger les démarches artistiques contemporaines dans ce qui serait finalement l'essence de la scène et la manière dont le théâtre pense la société, j'aimerais pour cette deuxième séance m'intéresser surtout à la relation que la scène contemporaine entretient avec les technologies d'aujourd'hui et comment un certain nombre d'artistes ont ouvert la voie à une autre façon de penser la scène, de penser les dispositifs dans lesquels l'œuvre s'instaure et la relation aussi que ces œuvres ont avec le spectateur et modifient notre façon de penser le rapport au monde et le rapport aussi aux objets. Et il s'agissait pour ces artistes, et j'en citerai un certain nombre tout au long de cette conversation, je ne ferai pas l'histoire de la scène, je m'intéresserai notamment à la façon dont cette scène peut être le lieu d'une hybridation, le lieu d'une confluence, le lieu aussi d'une nouvelle approche à la fois des corps et une nouvelle façon aussi de penser la question du dispositif. Tout d'abord, dire que si la scène est attentive aux technologies, c'est d'abord parce qu'il s'agissait pour un certain nombre d'artistes de régénérer l'écriture scénique en prenant alors appui sur les possibilités, mais pas simplement sur les possibilités que nous offraient les ordinateurs. Et depuis les années 50, on sait combien l'ordinateur a modifié notre rapport au monde, j'y reviendrai tout à l'heure, mais aussi finalement être attentif aux potentialités qu'offrent les technologies et le numérique en particulier. Parmi ces potentialités, il convient de rappeler les combinatoires que le système analogique ne peut offrir. Évidemment, lorsqu'on regarde nos anciennes cassettes, on s'est dit qu'il est impossible de manipuler jusqu'à l'infini ce que nous avions en main. Or, l'ordinateur est peut-être l'outil le plus fécond pour aller plus loin, pour rendre possible tout cela. De ces potentialités se pose aussi la question du corps. Quel corps nous est offert dès lors qu'on a un corps quelque peu qu'on appellerait un corps virtuel? Il s'agit par-delà de s'interroger sur le rapport aussi à l'imaginaire. Dès lors qu'on a affaire à une œuvre inscrite, façonnée par l'ordinateur, c'est un autre imaginaire qui est mis en branle. Il y a en arrière-plan aussi une certaine forme de nouvelle écoute des corps, la transformation et bien entendu l'invention du dispositif même. Le dispositif conçu par l'ordinateur n'a peut-être plus rien à voir avec les dispositifs que nous avions précédemment. Il s'agit peut-être aussi de sortir d'une certaine approche quelque peu traditionnelle pour peut-être reconsidérer aussi la place du spectateur, qui peut être aussi celui non plus simplement qui regarde au loin, mais qui peut être aussi dans un rapport à l'immersion à l'intérieur du dispositif. Donc, se déplace aussi la question du rapport scène-salle. Il y a une certaine irruption d'autres éléments dans l'écriture scénique, avec peut-être aussi en arrière-plan une certaine forme de débordement. C'est-à-dire ce que nous avons face à nous nous échappe complètement. On a affaire à notre monde, et peut-être aussi cet autre monde qui naît pour nous est un monde qui bouleverse aussi notre façon de penser, notre rapport aussi à l'écriture. Et ceux qui ont le mieux saisi cela, je pense d'abord en premier les artistes qui non seulement se sont délestés des anciens outils, mais se sont appropriés ces nouveaux outils qu'offre l'ordinateur, qu'offre aussi cette technologie et ce numérique. Il s'agit par-delà de s'intéresser par exemple à la façon dont le réel lui-même semble quelque peu se volatiliser.
c'est-à-dire on n'a plus le même réel, le même rapport au réel, c'est peut-être à un autre réel qu'il faut faire face. Donc ces mutations qui sont réelles, et peut-être que nous ne percevons peut-être pas encore totalement, ces mutations doivent nous conduire aussi à nous interroger sur peut-être un mot. Finalement, c'est quoi le mot spectacle? Et je reviendrai peut-être sur cette question autour du mot spectacle, qui est peut-être le mot autour duquel nous tournons, qui nous pose problème, mais qui en même temps, lorsqu'on réinterroge son étymologie, est un mot finalement qui est le plus juste aujourd'hui pour caractériser les écritures contemporaines. Il me semble que le mot de spectacle est peut-être aussi le corollaire du certain des enjeux contemporains. Lorsqu'on regarde un certain nombre de créations, on est sans cesse confronté à cette idée, finalement, le spectacle, comment l'entrevoir, et peut-être aussi, par-delà la question du spectacle, il y a peut-être un geste qui apparaîtrait comme un geste totalement spectaculaire. Certes, la scène a toujours eu partie liée avec la technique. Et lorsque j'ai dit partie liée avec la technique, c'est de dire que quelque peu depuis l'origine, depuis l'invention du théâtre par les anciens Grecs, il y avait déjà un premier mot qui faisait appel à la technique, c'est la Theos ek mekanes, qui va donner la Deus ex machina, donc dans la scène antique. Or, si on regarde très bien, on voit finalement que ce Deus ex machina avait une fonction particulière sur le plan dramaturgique, sur le plan du dénouement aussi des événements, et qui avait aussi pour ses auteurs de recourir, bien entendu, à cette forme qui permettait véritablement de faire surgir des divinités, ou alors de produire des échappées par rapport à ce qui est exposé au regard du spectateur. Mais il y a aussi un autre mot, pour nous qui sommes de Valenciennes, que les inventeurs des secrets des mystères de la Passion, notamment en Valenciennes 1547, vont inventer, c'est le mot de truc, qui va donner par la suite le mot de trucage, et que ces hommes qui vont façonner les décors des mystères de la Passion vont être aussi des grands inventeurs des machineries, comment créer sur la scène des scènes à la fois d'enfer, dans lesquelles on pouvait engloutir des corps, faire croire aux spectateurs que l'eau peut être transformée en vin, si ce n'est bien entendu par le miracle de la mise en scène et par les effets des machineries. Donc on est véritablement dans l'idée que la mise en scène est déjà le lieu d'un trucage, d'une certaine forme de machine, propice bien entendu à être aussi dans un dépassement d'un réel qu'on pouvait percevoir lorsqu'on est face à la mise en scène. Il y avait aussi tout au long des siècles aussi un certain nombre de machineries, quelques noms, rappelez le nom de Torelli, les projections au début du XXe siècle avec l'apparition du cinéma, la photographie au XIXe siècle, c'est d'abord le fait de dire finalement la scène peut être en dehors de ces mutations techniques et que la scène peut intégrer aussi des formes de projection, les formes de documents, et l'idée que le document puisse non plus simplement être en dehors de la scène, puisse être là comme un véritable cœur permettant d'aller plus loin que le simple jeu des acteurs, est une chose tout à fait importante. Et on s'inscrit quelque peu dans cette continuité, dans ce qui va être bien entendu ce désir de prouesse technique, ce désir aussi de faire de la technique une possibilité pour aller plus loin et en faire aussi le lieu d'une vraie fécondité de l'écriture. Il s'agit par exemple de rappeler l'ouvrage peut-être pour les hommes des siècles antérieurs, tout au moins d'un grand inventeur italien, Nicola Sabatini. Et donc on est véritablement dans l'idée que l'écriture scénique est une écriture aussi qui a à voir avec la technique, qui a à voir avec les technologies aujourd'hui. Deux voies semblent alors se dessiner, mais semble-t-il, la première voie, c'est celle qui consisterait simplement à éblouir le regard du spectateur au travers du spectaculaire. C'est-à-dire lorsqu'on convoque la technique, lorsqu'on convoque la machine, lorsqu'on fait appel à cette technologie, il s'agit de produire quelque chose qui va à la fois fasciner le regard du spectateur, produire chez lui quelque chose qui serait du domaine de l'éblouissement. La deuxième voie serait peut-être celle qui consisterait alors à se dire, si on convoque les techniques, si on fait appel aux technologies d'aujourd'hui, si on fait appel au numérique, c'est d'abord parce qu'il y a un désir d'inventer de nouvelles dramaturgies, en prenant alors appui sur ces mutations, les mutations de son temps, sans rogner d'ailleurs sur la dimension symbolique, thème sur lequel j'étais revenu précédemment, en considérant que finalement les artistes qui peuvent nous amener plus loin dans cette dimension presque de l'écriture du monde, c'est ceux qui ne se défaisaient pas, ceux qui n'étaient pas dans une distance avec cette quête
dans cette interrogation du symbolique. Donc penser la scène, c'est aussi inventer véritablement des formes de dramaturgie aujourd'hui qui sont aussi des lieux particuliers qui nous interpellent quelquefois. Mais peut-être très brièvement souligner ce que les technologies nous ont apporté. Je vais les lister, c'est un peu une sorte de liste à la Prévert pour dire que si les technologies sont là, elles ont quand même permis de saisir et d'aller un peu plus loin. C'est d'abord dire que ces technologies modifient notre rapport aux œuvres. C'est-à-dire, quand j'ai dit rapport aux œuvres, c'est que ces œuvres ne se reposent plus simplement sur ce qui serait une certaine forme de matérialité. Elles peuvent être totalement virtuelles. Et si elles sont virtuelles, ça ouvre sur une autre puissance qui n'a plus rien à voir avec le fait que je peux toucher l'objet. Je ne touche rien de l'écran, si ce n'est l'écran, mais pas l'œuvre en tant que telle. Donc cela est déjà aussi un indicateur tout à fait important. Mais avec aussi en arrière-plan l'idée que les technologies informatiques jouent un rôle tout au moins au niveau du contenu, mais aussi conduisent aussi à penser le rapport à l'esthétique des œuvres et le résultat final de ces œuvres. C'est-à-dire, nous sommes dans une autre position lorsque nous sommes face à ces œuvres, et en arrière-plan, si on se pose la question de l'esthétique, et quelle esthétique alors pour ces œuvres, quel est l'état de ces œuvres, quelle configuration, quel jugement nous pouvons porter sur celle-ci, et on pourra aller plus loin, quelle appréciation en termes de goût, puisque l'esthétique c'est d'abord le sensible, le goût, pour les nouvelles œuvres qui sont créées par ces machines et par ces ordinateurs. Mais en même temps, lorsqu'on s'interroge sur les apports, on découvre que, d'une part, parmi ces apports, il y a l'idée que les œuvres permettent ce qu'on va appeler une certaine forme d'interactivité. La machine répond à ce qu'on peut à la fois toucher, interagir avec nous. Nous ne sommes plus simplement ceux qui seraient dans une position de regardeur et la machine interagit avec nous. La deuxième possibilité, c'est le fait, j'ai souligné le fait que nous soyons dans une possibilité d'un autre réel, mais un réel qui est autre. Et je reviendrai sur cette dimension presque du réel, en mettant ça, bien sûr, en mettant le terme entre guillemets. Il s'agit aussi de proposer peut-être une certaine forme de démultiplication. L'œuvre peut être démultipliée à l'infini. Nous sommes dans un jeu de combinatoire, donc pourquoi s'empêcher, bien entendu, de démultiplier? Lorsqu'on a un acteur sur scène, on peut avoir à côté de cet acteur son image, qui elle-même peut être reproduite, ainsi de suite, jusqu'à l'infini, sans altérer d'ailleurs la première image qu'on aurait obtenue. Avec aussi l'idée que si on est face à ces œuvres, on peut aussi inventer de nouveaux espaces. Si on invente de nouveaux espaces, on peut aussi se dire pourquoi s'enfermer dans des carcans qui seraient peut-être des carcans façonnés au niveau de la scénographie traditionnelle. Donc cette possibilité peut aussi aller plus loin puisqu'on peut aujourd'hui à la fois faire intervenir des questions de mapping, projeter des images sur un mur et enchanter totalement un tel mur qui au départ n'avait pas cette possibilité d'enchantement. Et on est aussi en arrière-plan, on peut aussi observer les possibilités de simulation. Ce n'est plus un réel tel qu'on entrevoit qui serait totalement immuable, il est simulé avec aussi la possibilité d'une certaine virtualisation. Vous savez ce que ça peut engendrer, c'est la question de la réalité virtuelle, c'est la question de la 3 dimensions. Et aujourd'hui, c'est la réalité augmentée, la possibilité à la fois de porter des casques virtuels pour observer, pour s'immerger, bien entendu, dans un réel qui n'a rien à voir avec le réel dans lequel nous serions en train d'évoluer. Et donc, ces possibilités-là nous sont offertes par ces technologies d'aujourd'hui et par le numérique, et qu'en arrière-plan, on peut ainsi interroger les rapports que nous pouvons avoir avec les corps, de quel corps on parle, comment les voix s'instituent, comment on peut aussi altérer tout cela, comment on peut les modifier, et comment on peut aussi en arrière-plan être dans une certaine forme de synthèse des arts, de nouvelles modalités aussi en arrière-plan de médiation. C'est-à-dire la façon dont nous allons vers les œuvres, ça n'a plus rien à voir avec ce qui a été dans les dispositifs classiques. Avec peut-être aussi un autre élément, c'est le fait de dire finalement, ces œuvres qui naissent ont peut-être un autre statut, mais ces statuts, comment on l'appréhende? Et donc, ces statuts, c'est aussi l'idée que s'il y a de nouvelles configurations, il y a en arrière-plan un processus qui est mis en place par les artistes, processus avec l'idée qu'ils instaurent des œuvres particulières, mais nous, spectateurs,
nous sommes aussi dans d'autres relations à celles-ci, à ces œuvres. Et nous sommes aussi dans une autre approche de ces œuvres sur le plan de l'esthétique, sur le plan du sensible, sur le plan du goût. Mais pour revenir à ma petite histoire du spectacle, je disais qu'à partir de ce mot spectacle, on peut peut-être saisir la façon dont le regard se joue, mais peut-être dire que si le regard joue quelque chose, c'est du point de vue d'un triomphe du regard, et ce que le spectateur perçoit dans le lieu théâtral impose bien entendu de reconsidérer toujours cette dimension du regard. La mise en scène, simplement rappeler que la mise en scène à la Renaissance supposait bien entendu de la question de la cage scénique, et que cette cage scénique a permis d'instaurer quelque peu le primat de la vue sur les sens et la parole. Or, le mot ou le verbe spectacle, spectare, veut dire regarder. Il s'agit donc de regarder. Or, ce que la mise en scène fait, ce à quoi la mise en scène nous invite, c'est bien entendu à cet acte de voir, et les signes de la manifestation et de la création sont d'abord rendus visibles. Nous venons au théâtre parce qu'il y a des choses à voir. Et même lorsqu'il faut entendre, c'est d'abord la vue, c'est bien entendu la vue qui est première, qui est à privilégier. La mise en scène devient ainsi une certaine forme d'exposition au regard des formes et des objets. Et cette aptitude de la scène à privilégier la vue implique que le regard s'attache d'abord aux objets incarnés. Et les artistes ne sont pas évidemment étrangers à cela, ils en sont conscients, ils savent aussi que faire une mise en scène, c'est finalement organiser le regard du spectateur. C'est conduire autrement le regard du spectateur à l'intérieur de ses œuvres. Et que cette conduite du regard est une des meilleures façons, bien entendu, d'aller plus loin. Mais se pose une autre question, c'est celle pour le spectateur d'une position de voracité. Nous sommes parfois un peu voraces lorsque nous sommes face à des œuvres, et cette voracité peut être un peu complexe. Et donc le rôle de l'artiste est finalement de construire la place, pour reprendre ce que dit la philosophe Marie-Josée Monzin, la place de celui qui voit, et à ceux qui font voir les images, les premiers, de connaître les voies de cette construction. L'image exige, dit-elle, une gestion nouvelle et singulière de la parole entre ceux qui croisent leur regard dans le partage des images. Il s'agit quelquefois de cela, et les technologies d'aujourd'hui n'échappent pas à ces conditions de construction du regard, d'échafaudage du regard, de conduite du regard pour les spectateurs. Et donc, même via le numérique, encore plus via le rapport à ce qui serait bien entendu le virtuel, la réalité augmentée, il s'agit encore de se poser cette question de la conduite du regard. Et si on est dans une interrogation sur le spectacle, on peut aussi se poser la question, et alors que faisons-nous du spectaculaire? Je disais, il apparaît comme le corollaire du mot spectacle, et que la tendance peut être parfois de privilégier surtout le spectaculaire sur le spectacle, sur la conduite du regard, et que c'est l'éblouissement du regard du spectateur qui devient beaucoup plus important. Et derrière le mot spectaculaire, c'est d'abord le fait de dire que l'œuvre a pour fonction première de surprendre le regardeur, d'étonner le regardeur, de frapper l'imagination et l'imaginaire du regardeur, et conduisant bien entendu à une simple ostentation. Or, est-ce que le rôle premier de l'art, c'est d'enfermer le regard, ou d'abîmer le regard, ou de conduire autrement le regard, et conduire autrement ce qui est mis en scène? Ce qui caractérise d'une certaine façon le spectaculaire, c'est peut-être le fait qu'on mettrait davantage en avant le sonore, le visuel, ce qui va à la fois frapper la vue. L'effet recherché relève surtout de l'émerveillement, du faste et de l'étrange. Donc j'essaierai, au travers de quelques exemples tout à l'heure, de revenir avec vous sur cette dimension du spectaculaire par opposition à une certaine réflexion sur ce qui serait une écriture qui privilégie un imaginaire particulier pour le spectateur. Mais il ne s'agit pas simplement de construire des œuvres qui conduiraient à méduser. Vous savez tous évidemment ce que ça peut être, méduser le regard du spectateur et de fasciner le regard du spectateur, mais d'être aussi dans une autre approche véritable
de la pensée et du regard. La scène, me semble-t-il, peut être envisagée comme le lieu d'une nouvelle transfiguration exposée aux spectateurs. Et c'est à juste titre que le metteur en scène et acteur québécois, dont on verra les prochains jours sur une des scènes de la région, à savoir le manège à Maubeuge, une des dernières créations, une reprise d'ailleurs, peut dire, quand le spectateur vient au théâtre, il vient inconsciemment assister à une transfiguration. Il y a une dimension un peu religieuse dans ce qu'il dit, et que le miracle qui s'opère devant le regard du spectateur apparaîtrait un peu comme un miracle d'une vraie transfiguration. C'est un autre corps, on assiste à un autre corps qui n'a rien à voir avec les corps des transfigurés sur la montagne. Elle se situe, dit-il, à un premier niveau, par exemple dans le fait de voir un acteur jeune jouer un personnage vieux, transformation de la voix, usage du maquillage pour changer les traits, mais elle existe aussi d'une façon plus spirituelle quand l'acteur est habillé par le personnage ou le personnage par l'acteur sur le point de vue qu'on a sur le jeu. Ces changements d'état sont au cœur des rituels. À l'église, par exemple, le prêtre nous fait voir la transformation du pain et du vin en corps et en sang du Christ. C'est tout à fait ça, le rituel de la transformation. Toute la messe converge vers ce moment, la transsubstantiation. Donc il s'agit un peu, la citation, il s'agit quelquefois, finalement, au travers de la mise en scène, de se poser la question, bien sûr, de la figure, mais par-delà la figure, se poser aussi la question de cette transe, de ce dépassement de la figure, et ce dépassement nous est offert aujourd'hui par ces technologies qui sont peut-être plus propices à rendre possible une telle transfiguration. Le désir de la technologie provient aussi d'un désir à inventer un nouveau langage en élargissant l'esthétique des arts, je le disais au début, en renouvelant aussi le faire de l'œuvre, en sortant du format qui serait imposé par les dispositifs traditionnels pour une nouvelle grammaire. Et le terme de grammaire ou de vocabulaire me semble tout à fait important, avec l'idée, finalement, la langue qu'il faut parler aujourd'hui n'a peut-être plus rien à voir avec la langue que les hommes et les femmes parlaient il y a une vingtaine d'années, pour ne pas dire il y a une centaine d'années. Donc, nous usons d'autres outils, nous façonnons le monde autrement, nous percevons le monde autrement, et ce rapport au monde a muté, et ce rapport au monde, s'il a muté, c'est aussi du fait de cette technologie, et aussi cette mutation conduit à inventer cette nouvelle grammaire, une certaine éloquence instaurée alors par les technologies numériques. Une telle sortie ferait quelque peu de nous, spectateurs d'aujourd'hui, des vrais héritiers de ce que Michel Serres appelle, nomme petit poussé ou petite poussette. Vous connaissez ce petit essai de Michel Serres. Voilà ce qu'il dira à propos de petites poussettes. Ils n'ont plus la même tête, dira-t-il. Par téléphone cellulaire, ils accèdent à toute personne. Par GPS, en tout lieu. Par la toile, à tout le savoir. Ils entrent dans un espace topologique de voisinage, alors que nous vivions dans un espace métrique, référé par des distances. Ils n'habitent plus le même espace. Sans que nous nous en percevions, un nouvel humain est né pendant un intervalle bref, celui qui nous sépare des années 1970. Il ou elle n'a plus le même corps, la même espérance de vie, ne communique plus de la même façon, ne perçoit plus le même monde, ne vit plus dans la même nature, n'habite plus le même espace, né sous péridurale et de naissance programmée, ne redoute plus sous soins palliatifs la même mort. N'ayant plus la même tête que celle de ses parents, il ou elle connaît autrement. Voilà évidemment ce que nous dit le philosophe, il ou elle connaît autrement, et peut-être ce à quoi les technologies d'aujourd'hui nous invitent, c'est à connaître autrement et à découvrir autrement le monde dans lequel nous habiterons. Mais s'il y a un désir d'un autre monde, c'est d'abord parce qu'il y a nécessité à produire dans un premier temps ce que j'appellerais une certaine confluence, voire peut-être aussi de regarder autrement le vertige des images, tel que notre monde nous livre, nous invite aujourd'hui combien d'images, le flot d'images que nous recevons à la minute via les réseaux sociaux,
via les télévisions. La jeune génération aujourd'hui ne regarde quasiment plus la télévision, va se river davantage sur les ordinateurs, sur les smartphones, et va autrement percevoir le monde. Le monde qu'il perçoit n'offre plus les mêmes topographies que le monde dans lequel ceux des années 70 étaient confrontés. Vont percevoir la scène autrement, et cette confrontation à la scène est une confrontation qui fait appel à cette interface, à ces outils. Certes, pour ces artistes, la nécessité d'une nouvelle approche, parce qu'il s'agit un peu de cela. Une nouvelle approche de la scène part soit de la découverte de nouveaux médias, soit d'une rencontre avec des mises en scène privilégiant le visuel. Il s'agit parfois aussi de ne pas minorer l'importance qu'on peut accorder à ces visuels. Je disais, le spectacle, c'est d'abord le fait de regarder, mais regarder parfois avec attention. Soit enfin le rejet d'un théâtre qu'ils perçoivent comme reclus dans des dispositifs considérés comme obsolètes et n'appartenant pas, bien entendu, à ce sur quoi ils aimeraient travailler. C'est-à-dire l'obsolescence, comme si on aurait affaire à des vieux frigos qu'il faudrait peut-être se défaire parce que la mort est programmée dans ces appareils, et que peut-être la scène qu'ils percevaient avant est quelque peu assez vieillotte. Et il faut inventer d'autres scènes. Ces autres scènes ne sont pas totalement étrangères, éloignées de ces technologies. Et donc il s'agit quelquefois de voir autrement et de voir un peu plus loin. Et je pense toujours à l'aventure d'un artiste d'un groupe américain, Caden Manson, fondateur du groupe Bicard Group, qui dira ceci à propos de la scène qu'il conçoit: ce que j'ai fait n'est pas réellement du théâtre. Lui qui va à la fois s'intéresser à la télévision, à des dispositifs d'aujourd'hui, dit: ce que j'ai fait n'est pas réellement du théâtre. Et peut-être pour la plupart de ces artistes, il s'agit d'inventer quelque chose qui n'est pas réellement du théâtre, tel qu'on l'a envisagé jusqu'ici, tout en étant un peu du théâtre, mais un théâtre qui se veut un théâtre avec un plus ou avec un moins. Ça se passe dans un théâtre, ça utilise l'équipement du théâtre, mais ça parle un langage différent. Et tout à l'heure, j'ai parlé de la grammaire, on retrouve la question du langage. Et ce langage, c'est un langage qui privilégie ce recours à ces technologies. Au début, dit-il, quand j'allais au théâtre, j'avais l'impression d'entendre une langue étrangère. Ça ne reflétait pas ma vision du monde. C'était archaïque. J'ai inventé le Bicard Group pour inventer un langage scénique contemporain. Donc, il s'agit un peu de cela, inventer un nouveau langage, un langage qui est aux prises, bien entendu, avec les technologies d'aujourd'hui. La scène devient le lieu, dira un de ses co-auteurs, où les images explosent linguistiquement. Et si les images explosent linguistiquement, c'est d'abord parce que jusqu'ici, les images n'étaient que données à voir, n'avaient pas la même puissance que la langue, que le langage, que la grammaire. Il s'agit, parce que l'ordinateur est façonné à partir du 0 et du 1, ce côté un peu binaire, on peut effectivement en faire quelque chose qui est à la même puissance que la langue. Il s'agira pour ces artistes alors de repousser les frontières du théâtre et du cinéma. Ne pas se contenter finalement de se dire que le cinéma serait d'un côté, le théâtre de l'autre, les technologies ailleurs, et produire une certaine confluence, rendre possible une rencontre entre ces arts, entre ces disciplines, quitte à rogner d'ailleurs sur ce qui serait la pureté de l'œuvre et la pureté des techniques. Et que c'est cette impureté qui suppose que la scène peut accueillir toutes les formes et tous les langages qui donnent cette possibilité. Il s'agira pour l'équipe d'utiliser le dispositif télévisuel sur la scène du théâtre. C'est-à-dire la scène théâtrale rencontre le dispositif télévisuel, et on est dans une œuvre qui serait quelque peu hybride, finalement, quelque peu conçue comme lieu de dépassement de l'écriture. Voir ici, au travers d'un tel dispositif, consiste alors à percevoir un peu le faux. Mais ce faux-là est le lieu d'une jouissance. On ne s'interdit pas cela. Et j'aime souvent rappeler que le mot virtuel, dans son étymologie, veut dire en puissance. Finalement, s'il y a le virtuel, ce n'est pas absolument le faux, même si c'est
quelque chose qui serait simulé. C'est virtuel et d'abord une certaine puissance qui se manifesterait sur le regard du spectateur. Il s'agit par-delà, finalement, d'entrevoir d'autres corps, une autre manipulation, une autre construction du dispositif, une autre construction aussi du langage. Le dispositif permet pour ces artistes d'enchanter ou de réenchanter la scène au travers un peu d'une certaine jouissance oculaire. Tout à l'heure, je parlais de la voracité. Ici, on peut aussi se dire finalement, ce n'est pas simplement une simple voracité comme auraient certains oiseaux ou d'autres qui iraient picorer, mais c'est une jouissance qui est peut-être façonnée par l'artiste pour le regard du spectateur, qui permet d'aller un peu plus loin. Une telle écriture, une nouvelle écriture est revendiquée pour un public. Si on a affaire à cela, c'est d'abord parce que cette écriture est revendiquée et tout au moins sollicitée et aussi possible parce que le public d'aujourd'hui est un public qui est nourri par le cinéma, par la télévision, par les nouvelles images, par les réseaux sociaux, par ce qui pourrait être à la fois ce passage de l'ordinateur vers les smartphones, des smartphones vers d'autres dispositifs et vers les casques. Et donc il est à même de saisir cela et de saisir aussi ces nouveaux dispositifs. Et ce spectateur est aussi attentif aux images et à la façon dont le corps humain aujourd'hui peut être configuré. Certes, le public aujourd'hui semble mieux formé pour décoder la confluence des médias et le vertige aussi des images. Et le terme de vertige, si je l'emploie, c'est parce qu'on est véritablement face à ces vertiges. Et pour Robert Lepage, que j'ai cité tout à l'heure, la dramaturgie contemporaine doit faire appel aux images. Et cela, pour lui, est essentiel. Il dit ceci: mon écriture théâtrale est nécessairement cinématographique. Aujourd'hui, je m'ennuie beaucoup dans le théâtre traditionnel. Je m'assois et mon intelligence n'est pas sollicitée alors qu'elle l'est au cinéma. Souvent, les metteurs en scène utilisent un langage très pauvre, vieillot. Or, notre univers mental est aujourd'hui peuplé d'images très diversifiées. Notre œil est habitué à des vitesses de narration que le théâtre néglige. Je pense que les arts de la scène et le cinéma convergent vers une forme nouvelle et vont bien finir par se croiser à un carrefour commun. Au théâtre, ajoute-t-il, le cadre de scène est vertical. Au cinéma, l'écran est panoramique. Il doit bien y avoir une raison. Si le théâtre se joue entre les cintres, un plateau et une trappe, c'est parce que l'homme y est en relation avec les dieux et les démons. Les histoires tombent d'en haut, inspirent les héros, pendant que des forces maléfiques les tirent vers le bas. Le cinéma art social, la forme horizontale inscrit l'homme dans le paysage et son environnement. Fin de la citation. Et que penser, bien entendu, après un tel va-et-vient, ce frottement qu'il opère entre le cinéma et le théâtre, avec les technologies d'aujourd'hui, avec des possibilités à la fois d'immersion, nous ne sommes plus simplement à distance comme observant le dispositif, nous pouvons être dans une certaine forme immersive, et tout cela engendre de nouvelles configurations pour le spectateur, de nouveaux rapports. Mais derrière ces nouveaux rapports, on peut à la fois aujourd'hui s'intéresser à un outil que tous nous disposons, parce que nous avons été amenés au fil des années à être non seulement des hommes et des femmes face à un écran de télévision, et que de plus en plus ces écrans d'ordinateurs, nous les délaissons pour des smartphones, pour des tablettes, et que la meilleure façon d'accéder au monde, d'accéder à la création, passe par ces outils, par ces smartphones, par ces ordinateurs de poche, et qui sont peut-être les meilleurs outils, peut-être pour saisir un théâtre multiforme qui semble inscrire aussi notre rapport à la création. Il suffit de penser par exemple au travail d'une compagnie comme Rimini Protocol, et Rimini Protocol qui va par exemple au travers d'une des créations intitulée Situation Room, va pour les spectateurs qui est arrivé pour voir la création, était disposé d'un iPad et d'un casque, et il n'y avait pas d'acteur vivant,
dans l'espace de la représentation. L'acteur s'est volatilisé, mais par contre, l'acteur se retrouve virtualisé totalement sur les tablettes. Et ce qu'on voit, ce n'est plus le vivant, mais c'est un vivant qui prend un autre corps, qui est totalement virtuel, et on suit le récit à partir de ces tablettes, à partir de l'image. Donc on est dans un autre rapport à l'écriture, dans une autre configuration du corps, et ces configurations sont aussi possibles parce que ces ordinateurs, cette invention du numérique, rend possible une telle écriture. Une autre écriture va être celle d'une compagnie catalane, la Fura del Baus. Tout à l'heure, je soulignais le travail que cette compagnie, que Robert Lepage va réaliser. La Fura del Baus, qui est une compagnie fondée en 1979, dans une période tout à fait extraordinaire. Je pose la question peut-être parfois d'ailleurs d'un bégaiement, c'est de dire 79, c'est la fin du régime franquiste, mais aussi c'est le désir pour un certain nombre de jeunes artistes espagnols d'inventer notre monde, de se poser la question à partir peut-être aussi d'une écriture des corps particuliers, de retrouver une autre configuration. Et l'une de leurs créations, intitulée Murs, M-U-R-S, présentée dans le cadre du festival VIA, est une création pensée comme une smart show. C'est-à-dire, le terme smart show, c'est le fait de dire que le show ne se déroule plus entièrement ou que sur la scène. Le show a lieu ou se perçoit à partir des smartphones, et que pour entrer dans le dispositif, on a besoin de recourir à un smartphone, essentiel alors pour s'immerger concrètement dans le dispositif, dans l'œuvre. Pour la compagnie, le nouveau spectacle a pour objectif de faire sentir au public des sensations vécues et bien entendu d'aller un peu plus loin. Et que ces murs est conçu comme un dispositif 2.0. Et ce dispositif 2.0 fait des spectateurs non plus simplement des êtres regardant au loin, mais des êtres qui participent véritablement, mais ils ne participent pas en circulant à l'intérieur des œuvres. Ils participent en suivant ou en interagissant avec l'écriture, avec l'œuvre, à partir de leur smartphone, à partir de cet écran de téléphone. Et ces spectateurs vont, avant de rentrer dans la salle, télécharger l'application sur leur téléphone, et en se mettant bien entendu en mode avion, mais aussi en suivant les flux d'informations. Et un autre terme tout à fait important, c'est le fait de considérer la mise en scène comme un lieu de flux qui prend une autre dimension, et non plus simplement une écriture qui serait donnée, qui aurait une conduite opérée par le spectateur. Et d'ailleurs, la déambulation à l'intérieur de l'œuvre ne suppose pas un début, une suite et une fin qui seraient à la fois imposées par le créateur, et que nous pouvons choisir notre chemin à l'intérieur de cette œuvre. Cette possibilité est rendue possible parce que ces dispositifs le permettent. Donc il s'agit aussi d'inventer une certaine forme de liberté totale lorsque nous sommes face à telle œuvre, mais aussi une possibilité de voir et de s'immerger de manière active à l'intérieur de l'œuvre. L'accès au spectacle passe donc par la réception des messages, l'accès à des espaces de réalité, mais une réalité qui se veut d'ailleurs une réalité augmentée. Et quand je dis réalité augmentée, c'est que ce que je vois sur la scène peut trouver son prolongement sur mon écran, qui n'a absolument rien à voir avec ce qui est du domaine du réel et du concret, et donc ce virtuel vient un peu compenser, compléter, altérer, aller plus loin par rapport à ce que je vois. Et donc les fonctions de l'ordinateur sont ici utilisées, et que derrière un tel dispositif, c'est l'idée que pour le spectateur aussi de se délester de cette position un peu d'assise dans la salle. Il devient celui qui déambule, il devient celui qui passe d'un espace à un autre, qui s'est mu aussi un peu en voyeur, et qui peut aussi se munir de ses joujoux pour accéder à la création, accéder à cette œuvre. Voilà pour une possibilité que nous offre ou à laquelle nous invitent ces technologies d'aujourd'hui. Troisième possibilité, c'est d'abord le fait que finalement, derrière les créations contemporaines, il s'agit parfois de passer la scène à ce que j'appellerais une sorte de carbone technologique.
et passer aussi les corps à une certaine carbone technologie. C'est le fait de dire que les corps que nous voyons sur la scène, nous ne le percevons pas totalement. Comment rendre possible, donner une certaine efficience à un tel corps et que certains dispositifs vont être aussi des dispositifs qui vont rendre possible cela. On va utiliser des caméras infrarouges, on va utiliser des projections, on va utiliser aussi des formes de reflets pour donner à voir des personnages. Et le dispositif permet d'actualiser autrement le texte, d'actualiser autrement le dispositif et l'écriture elle-même. Et cette actualisation passe parfois par ces outils d'aujourd'hui, comme si la scène finalement avait besoin des IRM, des rayons X, et que le texte que nous avons entre les mains est quelque peu, pas totalement complet, nous ne saisissons pas la complétude d'un tel texte, et qui a besoin de convoquer ces outils qui donnent à entendre cela. Et j'aime cette belle formule de la compagnie de Robert Lepage, qui apporte un nom tout à fait intéressant, Ex Machina. Ça veut tout dire, bien sûr, de se faire appeler Ex Machina. La compagnie va, au moment de la création de son Hamlet, qui va porter un autre nom, Elsener va se dire comment Shakespeare aurait-il écrit Hamlet s'il avait disposé de la technologie moderne. Il s'agit un peu de cela pour ses créateurs, comment à chaque fois un auteur peut écrire s'il dispose de technologies d'aujourd'hui. Comment les jeunes d'aujourd'hui peuvent écrire en sachant qu'ils ont ces smartphones, qu'ils ont l'ordinateur, qu'ils ont le numérique. Et bien sûr, pour la compagnie, cette possibilité peut se faire parce qu'on peut radiographier autrement l'œuvre de Shakespeare, parce qu'on peut scanner l'œuvre de Shakespeare, parce qu'on peut passer au carbone l'œuvre de Shakespeare pour saisir le substrat du texte, ce qui n'est peut-être pas donné immédiatement à voir. Et cette possibilité est rendue possible parce que les technologies permettent alors de révéler les couches profondes de l'œuvre et d'entendre ce qui n'est peut-être pas immédiatement donné à voir. Et il s'agit d'illuminer un peu et de construire un autre rapport à l'œuvre et de trouver un autre relief et de donner un autre relief à celle-ci. Par une telle configuration, il s'agit un peu d'explorer et de faire la lumière à la fois sur les œuvres, et les nouvelles technologies génèrent alors une esthétique théâtrale qui privilégie l'action, certes en la démultipliant ou la découpant, et les nombreux trucages. Et je disais, truc, cette invention des mystères de la passion que les techniques modernes vont inventer, vont prolonger, vont à la fois permettre une puissance particulière, et avec l'idée que finalement, si le texte est important, ce texte peut autrement être entendu. Et avec en arrière-plan, la scène prend la forme d'un lieu qui peut être aussi le lieu d'un trucage, mais le lieu d'une tricherie, au sens noble du terme, bien entendu, et d'une transfiguration, pour reprendre la belle formule de Robert Lepage. Et pour moi, dira-t-il, le même Lepage, tout l'art du théâtre tourne autour de la tricherie. Savoir quand tricher avec le spectateur, tromper son œil, et aussi savoir quand ne pas tricher. Ce à quoi les technologies d'aujourd'hui nous invitent, c'est finalement à cet art de la tricherie, à cette possibilité d'inventer le réel ou de reconfigurer le réel et de faire en sorte que ces réels-là soient tout à fait dans une justesse particulière pour le regard. La mise en scène d'une telle tricherie passe alors par le trucage des dispositifs issus des technologies visuelles, mêlant acteurs vivants et d'autres médias, mêlant acteurs vivants, acteurs virtuels, acteurs vivants et ombres, acteurs vivants et possibilité de rendre compte d'une autre construction. Et bien sûr, en dépassant ce dispositif traditionnel, en inventant donc aussi cette possibilité d'affranchissement de ce qui peut être la dimension, le fait classique. Mais si on est dans la tricherie, on peut aussi se rendre compte que ces dispositifs nous invitent à deux autres choses tout à fait fascinantes. C'est la possibilité d'être dans des interférences, d'être aussi dans une sorte d'hybridation qui n'était peut-être pas toujours possible,
ou alors qui était un peu difficile à mettre en œuvre. Et donc une des voies ouvertes par les technologies, par le numérique, c'est bien sûr une certaine convergence que le philosophe Peter Sloterdijk perçoit entre l'humain et le machinel. C'est-à-dire, et cette convergence est ce qui traverse les techniques d'aujourd'hui. Et que cette convergence est ce vers quoi nous pouvons tendre dans l'invention contemporaine de la scène. Et la scène devient le lieu d'une pluridisciplinarité des arts et des pratiques. C'est dans une perspective des images électroniques que la compagnie catalane que j'ai citée tout à l'heure va substituer à l'expression théâtrale, théâtre total, un théâtre digital fait des 0 et des 1. Cette dimension binaire permet de faire confluer tous les arts, de structurer les différents domaines et d'être, dira la compagnie, la somme d'acteurs et de millions de bits digitaux, 0 et 1, qui parcourent le réseau de vidéoconférences, transportant les images, les sons et les mouvements respectifs d'un endroit vers un autre. Un tel dispositif permet alors le franchissement des limites. C'est tout à fait important de rappeler, franchir les limites, mais aussi être dans ce que je nommais une certaine forme d'impureté entre des arts, c'est-à-dire le théâtre se nourrit du numérique, qui se nourrit du cinéma, qui se nourrit des autres arts, et cette impureté est quelque peu féconde, bien sûr, et que le mot hybride, c'est l'impossibilité de reconnaître la filiation immédiate. Et cette impossibilité de filiation est ce qui caractérise les œuvres d'aujourd'hui et la façon dont le numérique construit ou se construit. Il s'agit donc d'instaurer un langage de la scène fait donc d'interférences permanentes. Dernière idée, c'est le fait, finalement, si on fait appel à la technologie d'aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'il y a un désir de réenchanter le réel. Pas simplement d'être dans une certaine forme de critique de ces réels, mais peut-être d'inventer un réel, de l'enchanter, et que la machine, mise en œuvre par les artistes contemporains, héritier aussi des innovations techniques et des technologies et technologiques, est ainsi devenu le lieu d'une configuration du réel dont le statut est sans cesse détricoté par la main qui le met en lumière, c'est-à-dire la main de l'artiste, la machine qu'il met en branle, qu'il sollicite, à laquelle il fait appel, qui peut parfois d'ailleurs prendre le dessus, qui peut avoir son autonomie dans la façon de fabriquer ce monde, et permet cela, ouvre la voie à cette nouvelle configuration. On assiste dorénavant à ce que Baudrillard posait comme l'effondrement de la réalité, et que cette réalité à laquelle nous étions habitués se volatiliserait et disparaissait. Et Baudrillard de dire, de médium en médium, le réel se volatilise. Il devient allégorie de la mort, mais il se renforce aussi de par sa destruction même. Il devient le réel pour le réel, fétichisme de l'objet perdu, non plus objet de représentation, mais extase de dénégation de sa propre extermination rituelle, et il ajoute hyper-réel. Et ce à quoi, ou ce vers quoi nous tendons, c'est finalement vers une certaine forme d'hyper-réel, qui n'a rien à voir avec le réel auquel nous serions habitués, mais cet hyper-réel produit peut-être une dimension subtile pour nous, produit aussi une autre façon de penser le monde et d'appréhender le monde. L'effondrement observé par Baudrillard a paradoxalement permis aussi de nouvelles connexions des corps issus des prouesses technologiques et du monde et de la poubelle. On peut par exemple penser à l'idée que c'est une autre apparence qui est donnée à voir, et cette apparence virtuelle est aussi à la fois riche pour nous, spectateurs, et pour le regardeur. Et je pense là au travail d'un artiste grenoblois, Samuel Rousseau, et qui va par exemple se poser la question d'une écriture dans laquelle la théâtralité des créations des corps est une théâtralité qui propose un autre rapport à l'échelle des choses, et que ce à quoi les technologies nous invitent, c'est à un débordement. Nous pouvons à la fois travailler sur des miniatures, nous pouvons aussi travailler sur des échelles beaucoup plus importantes, et que nous ne sommes plus confrontés à des limites. Or, c'est à quoi la scène traditionnelle nous cantonnait, c'est à ces échelles parfois, mais nous ne sommes plus tenus par cela. Et c'est que les créations de cet artiste donc vont dessiner
un nouveau contour du vivant, tout en ouvrant la voie à une révélation autre des corps. Je pense par exemple à une des créations qu'il va présenter dans le cadre de la Gaîté lyrique, et derrière cette œuvre, qui va être réalisée en 2003, il va concevoir une œuvre dans laquelle l'artiste va faire appel à un danseur, François Raffineau, dont le corps fut filmé et rétroprojeté sur les fenêtres du mur intérieur du bâtiment. Le public installé dans le square et face au mur pouvait ainsi découvrir le corps d'un homme de 40 mètres, accroupi, le fixant du regard, tentant de s'échapper de son enclos, une façade quadrillée qui redessine le vivant, l'image d'un humain converti en pantin. Voyez, évidemment, grâce à la rétroprojection, grâce à l'image, grâce aux technologies d'aujourd'hui, l'être humain dont la taille habituelle 1,80 m devient un être de 40 mètres, et on peut aussi le rétroprojeter, le voir autrement agir. Et donc cette technologie invente aussi un autre rêve, réenchante ainsi le réel, nous conduisent aussi à penser un autre rapport à la création. Et peut-être aussi observer que la tentation, même si on est dans ces prouesses techniques, dans ce renouvellement du langage, dans l'invention d'une grammaire particulière, dans un rapport au réel, dans ces potentialités que nous offriraient les technologies, la tentation parfois peut être grande de s'enfermer essentiellement dans une posture anecdotique et dans ce qui serait la machinerie théâtrale. Or, il me semble que la question de l'art n'est pas simplement celle de réduire la création à l'anecdote, et le seul recours aux arts électroniques associés aux autres pratiques artistiques ne suffit pas à instaurer ce qui serait ce que le philosophe allemand Benjamin appelle une certaine aura. Le risque d'une vacuité guette, en effet, des créations spectaculaires, faites simplement d'addition des différents supports. Une écriture scénique impose, bien sûr, de s'interroger sur ce que serait la dimension symbolique dont j'évoquais. L'enjeu d'une création ne se résume donc pas au spectacle exposé, il engage aussi le regard du spectateur, et car il revient, pour reprendre la belle formule de Monzin, il revient donc à ceux qui font des images de construire aussi la place de celui qui voit. Et la scène spectaculaire, comme les écrans ne faisant plus écran, suscite une façon de vertige spéculaire. Il s'agit peut-être d'aller au-delà de cette possibilité de l'image et de penser véritablement une création qui nourrit, qui engage le spectateur dans son assise et dans sa place, et le spectacle dans lequel se joue la vie suppose aussi l'instauration d'un mythe et du symbole, et qui peut-être a rogné sur ce qui pourrait être une certaine intoxication technologique, et que en arrière-plan, parfois, le piège de l'image peut guetter, et que le recours à la parole constitue peut-être aussi une des voies pour questionner la scène et le regard du spectateur. Il s'agit en arrière-plan, bien sûr, de regarder du côté de la technologie et d'être attentif à ces mutations, et d'être peut-être aussi les descendants un peu de petites poussettes, mais aussi de ne pas oublier que ces technologies n'ont de sens parce qu'elles sont habitées, traversées par des formes de dramaturgie qui restent et demeurent la meilleure façon de retrouver ce que j'ai évoqué dernièrement, à savoir la poésie. Merci.